Cette émission peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Peut contenir des infos. Première édition quand même du mois de juin. Ça va vite. Oui, Donc, c'est vrai. oui, première édition début juin, puis là, l'été approche. Mais là, ça sent les vacances, là. Ah oui, Honnêtement. puis ça sent, oui, puis il commence enfin à faire beau. On a un peu, j'ai pas dit chaud. J'ai pas dit chaud, Simon, j'ai dit beau. Oui, On a oui, du oui, soleil. oui. Mais On aligne les journées à tout le moins parce que ça devient moins anecdotique. Oui, Tu c'est sais, à ça. un moment donné, au mois de mai, tu te demandes, tu te dis, bon, OK, là, une journée de soleil, là, tu sais, on croise les doigts pour en avoir une deuxième après. Oui, c'est ça. Là, on commence à les aligner les unes à la suite des autres. Quand il y en a une première, on se dit, demain aussi, il va peut-être en avoir une autre Ouais, belle. Là, on c'est n'a ça. pas besoin de vivre comme si c'était notre dernière journée à chaque jour. Exactement. C'est comme, aller dehors, faire les plans, on fait Puis là, très bien. puis là, faire la sempiternelle joke de quand, ouais, l'été n'aura pas duré longtemps, tu sais. Ouais, c'est ça, mais on vit toujours avec ce sentiment d'urgence-là quand il fait pas vraiment beau tout l'été. Comme la journée où il fait beau, on veut tout faire. On va à la piscine faire de la randonnée, on va aller faire du bateau, on veut se promener, mais c'est ça. On va peut-être avoir une chance d'avoir un été qui va être un peu plus beau. Puis si c'est pas trop chaud, c'est pas si pire. Mais quand même, on verra ce que nos super courants d'eau, on en avait parlé, là, le El Nina puis le El Nino, Oui. vont pouvoir apporter là, pour cet été. Bref, je voulais pas commencer l'émission en faisant une grande étalation des prévisions météo pour notre été, mais étalation, oui, c'est un nouveau Étalage, mot. Étalage, oui. Mais étalage, c'est correct. On va prendre, tu vois, les vacances. Vol à l'étalation. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, là, j'ai un petit peu de blond dans mes cheveux. Là, des fois, ça m'arrive. Étalation. C'est le temps que les vacances arrivent. Tout ça parce que depuis tantôt, je me promène avec un papier rose dans les mains parce que je veux pas oublier. C'est quoi le papier rose? Je veux remercier nos bailleurs de fonds sans qui cette émission serait pas possible parce que c'est pas gratuit, les bonnes choses, hein, malheureusement. Donc, je voulais remercier le Fonds canadien de la radio communautaire qui sont là puis qui financent Peut contenir des infos et qui nous permettent d'être avec vous dans vos radios un peu partout et qui nous permettent aussi de faire les foufous. Fait que c'est à cause d'eux autres si je dis des niaiseries, c'est ça? Exactement. C'est la FCRC qui finance nos niaiseries, Simon. Mais ils financent aussi les informations que ça peut contenir. Oui, effectivement. Fait que c'est un 2 pour 1, finalement. Tout le monde est gagnant. Ils ont dans du ça. drôle puis ils ont du bon, là, tu sais. C'est ça, tout le monde est gagnant. La FCRC, les auditeurs, puis nous, Simon, parce qu'on est payés à faire ce qu'on aime. Bon. C'est-tu pas bien, la vie? Extraordinaire. Bien fait de même, la vie, hein? Oui, comme tu le dis. Aujourd'hui, on a de la grande visite et pour une dernière fois pour cette saison-ci, c'est Mélanie Tremblay qui va venir avec nous. Puis on a poursuivi la chronique du mois dernier. Je sais pas si vous vous en souvenez. On avait parlé de journalisme. On avait fait un peu état de qu'est-ce qu'était vraiment le journalisme. Eh bien, Mélanie va poursuivre cette chronique-là aujourd'hui parce qu'elle nous avait laissé sur une grande question, un grand sujet qui était l'intelligence artificielle. Donc, on va vraiment prendre la chronique d'aujourd'hui pour un peu décortiquer ça. Puis Mélanie va nous poser la question si oui ou non le journaliste peut ou pas utiliser l'intelligence artificielle, de qu'est-ce qu'on en pense là-dedans. Également, moi, je vais vous parler du mouvement Solarpunk qui gagne de plus en plus en popularité. C'est l'inverse du cyberpunk. Ah, OK. Fait que c'est un peu, au lieu d'être un peu plus sombre, c'est un peu plus clair. Ah! C'est vraiment l'inverse, je t'en parlais tantôt, puis c'est vraiment plein d'espoir. Donc, ceux qui trouvent des fois que le cyberpunk est un peu défaitiste, on a un penchant optimiste. Mais pour je connaissais cette le tendance-là. steampunk, mais là, tu me parles du solarpunk. Ah, mais c'est peut-être le steampunk, je me trompe. C'est le steampunk, tu as bien raison. C'est celui-là. Donc, le mouvement où c'est plus industrialisé, où la commercialisation a gagné, puis que c'est un peu, on vit dans les, dans les sous-sols, ou dans, tu sais, où C'est vraiment... dystopique, là. C'est ça, tu sais, où on sent qu'il y a comme eu des catastrophes à cause de la commercialisation. Bien, le solarpunk est complètement... plus la lumière. OK. Oui, c'est ça. C'est complètement l'opposé. Puis bon, ça fait du bien. En même temps, c'est une espèce de balance entre les deux mondes. Je vais aussi vous parler dans quelques minutes du test que Marie-Lou a fait sur les réseaux sociaux. Je vous parle de Marie-Lou de 3 fois par jour là, qui nous partage des recettes. Donc, elle a fait un test intéressant qui parle de nourriture, évidemment, mais qui est venu choquer plusieurs intérieurs dans nos valeurs intérieures. Simon, aujourd'hui, tu vas nous parler... en fait, tu vas avoir le quiz, entre autres. Oui, je vais avoir le quiz sur des croyances étonnantes sur les animaux. OK. Ça va être un vrai ou faux. Tout est vrai ou faux? Oui, tout est vrai ou faux. OK, 10 questions. 10? Oui, puis des petites explications, puis tout ça. Là. OK, intéressant. Je vais parler également des sons qui sont apparus et disparus de nos vies en à peine moins d'un siècle. Oh, intéressant. Ouais, on va faire entendre des affaires. Ça va peut-être vous rappeler des petits Tu vas pouvoir souvenirs. peser sur le piton, hein? Oui, c'est ça. Puis il y en a là-dedans que vous avez plus jamais entendu ou qui n'existent plus ou qui sont en train de disparaître. Penses-tu qu'il y a des sons que j'ai pas entendus?
Je sais pas. En tout cas, on va OK, voir ça on va tantôt. voir. Et je vais parler dans un instant du retour inattendu de la slow tech. Ah, ben vas-y donc. Tu veux que je commence avec ça? Ben oui, absolument. Ben oui, on dit que la technologie, ça va de plus en plus vite dans nos vies, hein, et je pense qu'on va en parler tantôt avec Mélanie dans sa chronique sur l'IA. Puis on s'en rend compte aussi avec toutes les plateformes, les choses qui arrivent sur... Ça va vite. Oui, ça va vite, ça pédale. Et là, il y a un phénomène qui revient, c'est la slow tech. OK. La slow tech, c'est un dérivé de la low tech, c'est-à-dire la basse technologie, qui désigne une catégorie de technologies qui sont durables, simples, facilement appropriables, résilientes, avec des objets qui sont facilement réparables et qui sont très adaptés à nos vies, nonobstant le fait qu'elles ne soient pas 3 puis 4 coches au-dessus. Oui, je comprends. Puis de ce que j'entends jusqu'à maintenant, ça semble être responsable, dans le sens où on veut pas que ça prenne trop d'énergie, on semble réutiliser. Il y a un côté écologique fort. Bien, c'est la sobriété énergétique, sobriété matérielle. Parfois, c'est aussi forcé par la sobriété économique. Oui. Hein, ça va. Alors, il y a des gens, et je vous dirais que c'est surtout la jeune génération qui ramène ça sur le tapis ou le plancher, la slow tech. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont délaisser, par exemple, Spotify pour revenir à des playlists de MP3 qu'ils achètent puis qui téléchargent. Ah oui. Ouais, Puis comme pas d'interruption de publicité, juste amuser. Ça, c'était le fun. Ça, c'était une belle époque, les MP3. Ils laissent tomber les montres connectées, alors ils vont venir à une montre tout à fait simple. Ils vont acheter des appareils photo compacts pour prendre le temps de prendre une vraie photo plutôt que de bourrer un téléphone cellulaire avec 95 000 photos dont aucune sert ou à peu près. On les voit pas, là. Puis c'est ça, prendre des photos pour prendre une photo de son assiette au restaurant, le genre, là, tu sais. Oui, puis ça, c'est pour faire une publication après ça sur les réseaux sociaux, mais tu la réutilises pas. Puis c'est vrai que ça fait qu'on est bombardé constamment de contenu, entre guillemets, inutile. Et qu'est-ce qui explique ça, ce retour en arrière? Eh bien, il y a quelques raisons comme celle-là. Il y en a 4. OK. Je vous dirais 4 grandes raisons. Premièrement, c'est la fatigue numérique. Ah oui, puis on le sent de plus en plus, je trouve, puis de plus en plus jeunes. Nos jeunes qui sont supposés d'être en forme, ça va bien, l'énergie, connaissent la technologie, sont de plus en plus épuisés par ça. On passe en moyenne 4 heures par jour sur des appareils électroniques, nommément le téléphone en partant. Ça fait que là, on se dit, hey, y a-tu moyen de ne plus avoir de notifs? Y a-tu moyen de ne pas avoir de sonnerie? Puis tout ça. Puis quoi de mieux que d'avoir, par exemple, un téléphone à clapet, mettons. Oui. Juste pour avoir les appels puis les SMS. Oui, clapet, c'est peut-être dur de texter avec juste le titi 3x6. Oui, mais en même temps, ça te force justement à prendre un petit peu plus de temps pour envoyer des SMS aux bonnes personnes plutôt que de passer ton temps à écrire des niaiseries. Puis tu sais, c'est ça l'affaire. Puis c'est vrai qu'à l'époque, on était bon aussi pour écrire vite puis texter nos affaires avec ces téléphones-là. Ouais. Pas pour toi, là, mais moi, ça allait vite, mon affaire. Deuxième raison, c'est le besoin d'une présence réelle. Parce qu'on se dit, serais-tu mieux d'être avec mes chums en train de jaser autour d'un café ou d'être sur WhatsApp ou whatever autre application en train de chit-chatter de façon virtuelle, tu sais. Je pense que le café est encore mieux, effectivement, tu as raison. Troisième raison, la recherche de la simplicité. Parce qu'un appareil low-tech ou slow-tech, c'est beaucoup plus, beaucoup plus facilement appropriable, si on veut. Oui, c'est épuré. Tu sais, quand tu as reçu un nouveau smartphone, ça te prend une demi-journée ou 2 jours là, pour commencer à apprendre toutes les features qu'il y a dedans. Oui, puis transférer tes autres données de l'autre aussi. Tu sais, une année, ça fait juste transférer tes contacts. C'est ça. Et la quatrième et dernière raison, c'est la résistance. C'est un peu un mouvement de résistance. Oui. Alors, c'est pour ça que les gens reviennent, par exemple, aux lecteurs MP3, aux appareils photo compacts, comme je disais, téléphone à clapet, des agendas papier, même ça a l'air que dans les papeteries, les librairies, ils se remettent à vendre des agendas en papier, pas des Moses de farce. Oui, pour le travail pratique, pour l'équipe, si on a tous un agenda Google ou Outlook ou peu importe, mais moi, toutes mes choses, j'ai un agenda papier, puis on dirait que j'ai besoin de me l'approprier comme ça. Si je l'écris pas avec ma main, ça rentre pas dans ma tête. Ah, mais c'est tellement vrai, là, ce phénomène-là de la slow-tech, et je vais être là avec ça, c'est assez paradoxal, c'est que c'est même devenu un marché. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui ont dit, ouais, OK, le monde veut aller à la slow-tech, mais parfait, on va lui faire des téléphones cellulaires à clapet. On va leur faire des affaires qui sont presque en train de ramener les petits appareils photo jetables. Mais oui, c'est ça, les fameux Kodak. Là. Exactement, parce que, justement, il y a un mouvement, puis les gens commencent à avoir une lassitude des technologies, ils ont le goût de ralentir puis se poser un petit peu, là. Bien, je trouve que c'est une excellente idée parce que, Mané, est où la fin de cette progression-là de la technologie? Tu sais, moi, admettons, si on continue de regarder où ça s'en va puis à quel point ça va vite, bien, c'est où la fin? Il n'y en a pas. Fait que si on décide que nous, en tant que consommateurs, nous mettons un frein,
les géants puis les autres n'auront pas le choix de suivre un peu la tendance. Et parlant de tendance, je vais aussi te parler du test que Marie-Lou a fait rapidement, parce que pendant longtemps, les tendances alimentaires, c'était simple. On mangeait ce qu'on connaissait, ce qu'on avait appris à cuisiner, ce que nos parents nous cuisinaient, là, les fameuses pâtés chinois, les macaronis à viande, nos bons repas traditionnels. Et plusieurs ont l'impression que quand on remet en question ces espèces de repas traditionnels-là, on s'attaque un peu à notre façon de vivre, à notre quotidien. Ce sont nos valeurs. La façon dont on mange, puis vous y penserez bien comme il faut, a beaucoup un reflet sur la personnalité qu'on a. Il y a des gens qui vont essayer plein d'affaires, puis c'est des gens qui n'ont pas de problème, mais il y a des gens comme moi qui vont aller au restaurant, qui ont besoin d'images dans le menu et choisir le repas. Pas parce que je sais pas lire, il faut que je vois ce que je mange. Je ne sais pas pourquoi je suis faite comme ça. Et Marie-Lou, elle, a décidé de tenter ou de tester les préjugés sur la nourriture végétalienne et végétarienne. Donc, pendant des mois, elle a simplement partagé des recettes végé ou végétaliennes, végétariennes, sans mettre le petit tag végé dessus. Là, les gens se sont mis à dire c'est bon, c'est fou. Puis finalement, elle a vu qu'il y avait une popularité encore plus grande que sur ces recettes normales qui étaient dites traditionnelles avec de la viande ou peu importe. Et puis au bout de plusieurs mois, Marie-Lou a révélé « Ah ah! Je vous ai eu. » Puis elle a même démontré avec les chiffres dans ses chiffres de fréquentation qui est allé fréquenter statistiques avec les recettes de tout ça, qu'il n'y avait pas eu de baisse et qu'au contraire, les recettes avaient été populaires et même plus populaires que la normale, que lorsqu'elle avait mis le tag végé, parce qu'elle a des recettes qu'elle avait déjà partagées, qu'elle a changé un petit peu. Remise au goût du jour. Oui, remise au goût du jour, puis qu'elle n'avait pas mis le tag végé. La différence entre les deux recettes était assez flagrante. Et ça m'a surtout amené à me poser la question, à quel point on est prêt ou à quel point on s'associe à la nourriture. J'avais pas eu encore cette réflexion-là, puis je me rends compte que c'est vraiment ça. Nous, en tant que Canadiens, on a des grands classiques. Un steak. Oui, le pâté chinois. Le pâté chinois, le poulet rôti, les barbecues l'été. Ça, c'est nos grands classiques, mais on dirait que quand des gens viennent changer ou apporter une touche différente, on se sent un peu confronté dans nos valeurs. Mais c'est surtout, je pense, la démonstration que les idées préconçues sont souvent tenaces. Absolument. Et que ça prend pas grand-chose des fois pour faire virer la pensée d'une personne, tu sais. C'est ça. Dit, moi, je mangerai jamais ça, de la farine de grillon. À un moment donné, il mange un biscuit avec de la farine de grillon. Tu lui dis après, puis c'était-tu bon? Hey, Caroline, donne-moi-en 3 autres. Mais oui, c'est un peu ça. Puis c'est un peu comme on fait aussi, je m'excuse, mais avec les enfants. Je vais pas manger de légumes. Mais tu passes ta sauce à spaghetti dans le blender. C'est aussi bon que ça, tu sais. C'est un peu ça. C'est les perceptions. Puis ça nous fait dire en même temps, essayons d'autres choses. Puis au pire, on l'aurait essayé, puis on n'aura pas aimé ça. Mais j'ai trouvé ça très drôle parce que finalement, même si on est des adultes, on est encore des grands enfants avec nos repas. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Vous écoutez Peut contenir des infos. Dernière chronique déjà de la saison pour la chronique Perspective. On est avec Mélanie en studio. Salut Mélanie. Allô. Et tu nous as fait une promesse lors de la dernière chronique parce qu'on avait parlé de journalisme dans son ensemble, d'information. On a parlé de nouvelles, de journalisme. On a aussi parlé des créateurs de contenu qui sont des créateurs d'information. On avait été un peu choqués, moi puis Simon. Je m'en souviens, Simon. Étonné en tout cas d'être un créateur de contenu en ce qui me concerne. Puis après avoir fait une introspection, j'ai fait comme, ouais, OK, c'est correct. C'est bon, j'adale, là, c'est correct. T'es un influenceur. Je suis un influenceur. Eh bien, aujourd'hui, on va faire la suite de cette chronique-là avec le gros bout qui est l'intelligence artificielle. Et je vous ai laissé sur une promesse la dernière fois, soit que j'arriverais avec des grandes questions et pas forcément des réponses. C'est bien de ça, effectivement. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est présente dans le journalisme aujourd'hui? Absolument. Oui. Fin de la chronique. Mais... On avait 13 minutes, on l'a fait en 59 secondes. Bravo. Mais effectivement, puis on peut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Puis le journalisme pas teinté, mais fait partie et utilise l'intelligence artificielle. Là. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que, étant donné que je suis journaliste, les gens s'attendent à ce que j'ai une opinion tranchée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias et dans le journalisme. On me pose constamment la question « Ah oui, t'es journaliste. Ouais, mais l'IA. » Puis ce qu'on entend là-dedans, c'est la préoccupation.
Est-ce que j'ai une opinion tranchée? Non, mais j'ai une opinion, par exemple. Oui, OK. bien, ça, Souvent, je vais vous dire que j'en ai pas d'opinion, mais là, j'en ai une mais ça serait opinion. mal de te connaître, je trouve, de penser que tu avais une opinion tranchée parce que tu es tellement sur les deux côtés de la médaille dans l'analyse de la chose que... Ça me ressemble, c'est tout en nuances. Voilà. Alors, l'IA est là, l'IA va pas partir. L'IA fait partie maintenant de nos vies. C'est un outil comme Word, par exemple. Oui. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Et quand j'explique ça aux gens dans mon métier de journaliste, ben, les gens sont un peu déçus de ma réponse parce qu'ils voudraient que la réponse ce soit non. Alors, et là, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Oui, c'est ça. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, le sous-texte, c'est la désinformation, la perte de confiance. Et je sens que ça décourage beaucoup les consommateurs d'informations, du moins chez ceux qui me posent la question. Et il ne faut pas oublier qu'on vit aussi dans un monde de surabondance en Absolument. information. Oui. Distinguer le vrai du faux est tellement rendu difficile que je pense que l'intelligence artificielle vient créer une espèce de doute envers les gens. Là. Et on a même inventé un terme pour ça, l'infobésité. Exactement. Quoi? L'infobésité, c'est-à-dire consommer première fois que j'entends T'as jamais entendu parler de ça? Hey, c'est- Surconsommer de l'information. Wow. Alors, il y a la surconsommation, mais il y a la surabondance. Oui, c'est ça, la la surproduction. surproduction. Exactement. Surproduction. Et non seulement il y en a beaucoup d'informations, mais c'est toujours la même chose. On a l'impression que c'est toujours Ben. la même nouvelle. J'appelle ça l'homogénéité informationnelle. Bon, on dirait que mon terme est un peu moins sexy qu'infobésité, mais notre système un peu d'information est homogène. Donc, on parle beaucoup aussi de fatigue informationnelle. Ah oui, tu sais, puis c'est épuisant de suivre les nouvelles, c'est anxiogène, ça peut... Puis là, quand t'es bombardé, ben Et c'est ça, on est bombardé. Moi-même, j'en souffre. Ça m'arrive régulièrement de dire, ben là, je ferme tous les réseaux, je ferme tous les canaux. Alors, à travers tout ce concept-là, ben, on va essayer de démystifier un peu l'utilisation de l'IA en journalisme. Parce que, comme je le disais tantôt, je comprends la réaction des gens qui sont découragés devant l'utilisation de l'IA. Je comprends le sentiment de perte de confiance. On se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fait par un humain? Est-ce que l'autre question qui s'ajoute, c'est au profit de qui, dans le fond, Ouais. qu'on Bon utilise point. l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est en train de remplacer des humains par des machines pour enrichir des propriétaires de médias? Ce sont toutes des questions légitimes en ce moment. Et en passant, dans le milieu du journalisme, la question de l'intelligence artificielle est omniprésente. C'est quotidien, c'est à travers chacune des conversations que j'ai dans une journée. Puis les médias sont pas tous rendus à la même place non plus. De ce que j'entends, il y en a qui commencent à l'utiliser, qui l'intègrent dans leur pratique avec un cadre, et il y en a qui veulent absolument rien savoir. Et pour un paquet de raisons, parce que l'intelligence artificielle vient transformer le média, vient transformer le métier de journaliste de plusieurs façons. Alors, on se pose la question, pourquoi l'utiliser? Quand l'utiliser? Comment l'utiliser? Quels sont les impacts? Est-ce que l'IA va faire des hallucinations? Parce qu'on l'a déjà vu. Oui. Encore une fois, il y a la question de la confiance. Si je dis, mais moi, j'utilise l'intelligence artificielle, les gens vont dire, ben là, c'est pas toi qui l'as écrit, est-ce que je devrais avoir confiance? Il y a la question de la Oui. perte d'emploi et aussi comment ça va transformer les médias. Donc, l'IA va venir bouleverser tout l'écosystème des médias, de la source d'information jusqu'aux médias lui-même. Donc, vraiment dans tout l'ensemble. Et c'est un bouleversement qui se passe extrêmement rapidement. Oui. On a à peine le temps de s'adapter qu'il y a déjà un autre changement, puis il faut qu'on prenne une autre décision, souvent un peu philosophique, basée sur nos valeurs, puis pour laquelle on n'a pas beaucoup de réponses. Et là, Cathy, tu peux peut-être en témoigner. Je dis au moins une fois par jour que les médias se retrouvent à un carrefour important et face à des changements qu'on n'a jamais vus. C'est vrai. Puis il y a une rapidité à laquelle on n'a jamais été confronté non plus parce qu'on a toujours évolué. Là, ça fait partie de la vie. Mais là, c'est complètement fou la vitesse à laquelle ça bouge. Exactement. Et ça aussi, ça fait partie du facteur de peur. Et en tant que moi-même, personne très positive dans la vie, je me dis, on est privilégié de pouvoir assister à ce changement-là et surtout de pouvoir participer, de pouvoir contribuer à cette réflexion-là. Fait que je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous recruter, là. Oui, Ouais, mais nous je faire comprends, mais embarquer, c'est une là, bonne c'est idée. ça. C'est une bonne idée. Puis quand tu regardes dans l'histoire, il y a des grands mouvements, il y a des choses qui ont été faites, puis on se dit, mais qu'est-ce que les gens ont fait à ce moment-là? Bien, on est peut-être dans un tournoi où on doit, au lieu d'en avoir peur,
nourrissons-le, contribuons à cette intelligence collective pour en avoir, entre guillemets, le contrôle. Mais en même temps, on s'entend, ça reste la machine. C'est pas une secte, là. Hein? Non. C'est pas un dogme, je veux dire, l'intelligence artificielle. Tu peux en prendre, tu peux l'utiliser, tu peux en laisser de côté, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Là. Mais c'est basé beaucoup sur les valeurs individuelles. Ah oui. Et là, Oui. ce qui nous manque, Exactement. c'est une structure sociale autour de l'intelligence artificielle. Mais je suis allée faire quelques recherches pour savoir un peu, en journalisme, dans les médias, qu'est-ce qu'on retrouve comme utilisation de l'intelligence artificielle? En passant, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour trouver ses sources sur l'intelligence artificielle. Tu les as trouvés toi-même. Je les ai trouvés moi-même. Alors, la Thomson Reuters Foundation a mené un sondage auprès de 200 journalistes en 2025 pour mieux comprendre leur rapport à l'IA. Et un peu plus de 80 des journalistes interrogés sur 200 ont affirmé utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail. OK. Ça fait peur? Peut-être. Oui, non, peut-être. Parce que la question qui tue ici, c'est de quelle façon est-ce que l'intelligence Et voilà. Et voilà. Voilà. Si la personne fait juste me dire, écris-moi un article sur la perte des feuilles, là, c'est une autre histoire. Mais si J'y on... reviens à ça. OK. J'y reviens à ça. Bouge pas. Parce qu'on peut utiliser l'IA en journalisme. Moi, je l'utilise depuis 2023 OK. OK. pour faire de la transcription. Entre Pour autres. trouver des coquilles. Parce que quand on fait surtout de la presse écrite, on passe beaucoup de temps à transcrire nos entrevues. Quand l'intelligence artificielle peut le faire pour nous, puis qu'on peut réécouter au fur et à mesure, on gagne un temps fou. Il me semble qu'on est moins fatigué à la fin de la journée. Mais ce qui fait peur dans le journalisme, et là, j'en viens à ton histoire, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc, celle qui nous donne l'impression que ça réfléchit comme un humain, qu'il y a un système de réflexion. Et on en a tous vu des contenus, des reportages qui ont été créés par l'intelligence artificielle entièrement. J'ai fait l'exercice hier. J'ai demandé à ChatGPT de me préparer un texte radio pour un bulletin de nouvelles, un texte de 1 minute sur la réfection des nids de poules à Ottawa. OK. En passant, moi, je n'avais fait 0 recherche sur les nids de poules à Ottawa. Aucune idée, là. C'est vraiment juste... pas, je suis en vélo. En vélo, il y a pas mal moins de nids de poules qu'en voiture. Oui. Tout ça pour dire que ChatGPT m'a produit en une fraction de seconde Ouais. un texte de nouvelles, je ne veux pas dire que c'est un reportage, qui était quand même exact sur les nids de poules, avec du référencement. Et il m'a donné les sources que je pouvais Est-ce que tu as la version payante ou gratuite? J'ai la version payante. D'accord. Ça aussi, ça joue, honnêtement. Mais la question est, est-ce que c'était du journalisme? Alors là, je reviens à ma chronique du mois dernier. Ce n'était pas du journalisme. Est-ce que c'était de la nouvelle? Oui. C'était du rapportage. Alors, c'est sûr qu'en ayant des exemples comme ça, l'IA va venir bouleverser différents aspects du métier, comme écrire des nouvelles. Quand j'ai commencé ma carrière, c'est ce que je faisais. Écrire des textes que ChatGPT a fait en quelques secondes. Je pouvais passer 1h15 à écrire un texte sur les... Puis à faire tes appels pour vérifier aussi les statistiques, les données, c'est tout ça qui prend le temps, là. Exactement. C'est ce que j'appelle le rapportage. Donc, l'intelligence artificielle permet de faire du rapportage avec l'information qui existe déjà. Est-ce que c'était d'intérêt public, ce qui a été fait, ce qui a été produit? Oui. Est-ce que ça peut être utilisé en ondes? Oui. Est-ce qu'on doit dire que ça a été créé par l'intelligence artificielle? Moi, je pense que oui. Simon? Ben, je pense que oui. Oui. Ouais. Est-ce que les gens le font? Non. Non. Voilà. Mais il y en a quelques-uns. Je sais que j'ai vu dans certaines publications, écrites surtout, ce texte a été écrit à l'aide de l'IA pour la correction. Tu sais, on le spécifie dans le sens où, comme tu le disais tantôt, ça aide tellement de trouver les coquilles, les fautes, puis ces choses-là, ça peut vraiment aider. Mais quand même, là, c'est un outil qui est intelligent. Mais en fait, ce que ça provoque dans le métier, un peu partout, c'est que ça nous ramène à nos valeurs fondamentales. Quand on dit aux gens, c'est moi, tu peux me faire confiance, c'est parce que c'est moi, tu me connais, tu connais mon système de valeurs, mais plus on s'éloigne de l'individu, plus c'est difficile de connaître son système de valeurs et de savoir si on peut avoir confiance en cette personne-là. Et c'est un peu la même chose en journalisme. Donc, il va falloir, et dans les médias aussi. Donc, je pense, moi, mon opinion là-dessus, c'est que la déclaration devra devenir un standard et vraiment exposer de quelle façon on le fait. Et là où l'intelligence artificielle va venir transformer le journalisme, c'est qu'il va falloir de plus en plus que les journalistes, quand ils font un vrai reportage, pas un texte de nouvelles sur les nids de poules, comme je viens de parler, mais aller fouiller, plus loin, fouiller dans l'histoire, ça va être l'importance d'exposer la démarche. Et ça, c'est une pratique qui est très peu commune dans nos Mais j'ai l'impression que c'est quasiment personnel. C'est peut-être ma déformation journalistique, mais notre démarche journalistique, elle nous appartient. C'est nous qu'on fait notre travail, c'est nous qu'on contacte.
mais en même temps, elle est là si jamais on a besoin de vérifier, mais elle n'est pas publique. La démarche vient confirmer non seulement le sujet langue de traitement, mais vient confirmer notre billet aussi de traitement, etc. Alors, tu as raison quand tu dis qu'il y a quelque chose c'est quasiment se dévoiler. Mais ça va venir nous transformer, mais je pense nous éduquer. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité qu'on doit saisir en ce moment dans nos médias. Est-ce que c'est correct pour le consommateur de nouvelles d'avoir des doutes? Absolument. Il faut. Mais le consommateur de nouvelles ici a un pouvoir qu'il peut utiliser, c'est-à-dire de le demander, de le déclarer. Par exemple, si dans un média écrit, c'est écrit, on a utilisé l'intelligence artificielle, c'est une marque de transparence, c'est une marque de confiance. Dire, moi, eux autres, ils disent qu'est-ce qu'ils font. Je le sais, c'est quoi leur démarche. Donc, j'ai confiance en ces médias-là. Puis, je vous parlais un petit peu plus tôt de cette question de proximité aussi. Oui. Là, j'ai une grande idée, peut-être un rêve, parce que je suis une personne positive, comme je le disais, mais je pense que l'intelligence artificielle va servir aux médias communautaires de langue officielle en situation minoritaire. Donc, nos médias francophones, nos radios francophones, nos journaux francophones. Pourquoi? Parce qu'on les connaît. Il y a une question de proximité. Oui. Donc, je connais le journaliste, je connais l'animateur, je connais ta mère. Si je connais ta mère, j'ai confiance déjà un petit peu plus en toi. Oui. J'ai confiance en la façon que tu travailles. J'ai confiance en ton système de valeurs. Alors, je pense que l'intelligence artificielle utilisée dans les grands médias nationaux et internationaux va peut-être y avoir un impact sur la confiance des gens, mais pour les médias francophones, nous autres, nos médias de communauté, de communautaire, de proximité. Nos médias c'est un bon point, ça, parce que souvent, on est moins nombreux dans nos médias communautaires, dans nos médias locaux, puis on a autant de travail à faire et de choses à couvrir. Bien, si on est capable de peut-être s'aider en corrigeant plus vite notre texte, puis avec l'intelligence artificielle ou encore en complétant ces choses-là qui peuvent être faites rapidement, bien, ça va permettre à l'animateur, au journaliste, d'être encore plus présent dans sa communauté. Peut-être de faire un peu plus de journalisme aussi. Effectivement. Alors, peut-être que dans un an, on va refaire la même chronique avec une opinion complètement différente, parce que ça évolue extrêmement rapidement. Mais on a tous un rôle à jouer là-dedans. Alors, l'IA, à mon avis, c'est pas une mauvaise chose. Écoutez donc votre radio locale. C'est ce que vous faites en ce moment. Ah oui. Vous faites des bons choix. Vous avez des bonnes valeurs. Hein? On est à l'écoute de nos radios communautaires. Merci, Mélanie, pour cette belle saison de Chroniques de perspective. Tu nous as appris à avoir les trois côtés de la médaille, j'ai envie de dire. On va le dire comme ça. Puis... Des fois, il y en a plus. Oui, c'est ça. Des fois, il y en a plus, mais ça, c'est épuisant. Non. On se retrouve peut-être bientôt pour une nouvelle saison. Absolument. Allez, merci beaucoup. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Dans les prochaines minutes, même quelques secondes, Simon, tu vas nous faire revivre, vous faire réentendre des sons ou peut-être repenser à des technologies qu'on a oubliées. Oui, parce qu'on parle souvent des espèces animales, par exemple, qui sont menacées. Oui. Hein, on parle des espèces végétales aussi. Absolument. Il y a certaines qui vont disparaître et tout ça. Même qu'il y a des langues qui sont en voie d'extinction. C'est vrai, tu as raison. Mais il existe un patrimoine aussi qui est en train de s'effacer tranquillement. C'est le patrimoine sonore. OK. Tu sais pourquoi? Non, ben, tu vois, je suis un peu prise de court. Je ne m'attendais pas à ça. Bien, parce que le 20e et le 21e siècle, celui dans lequel on est, ce sont les deux siècles probablement où on aura vu le plus d'innovation être, comme je dirais ça, révolutionnées. Okay. C'est-à-dire qu'on a fait naître au 20e siècle certaines technologies qu'on a fait disparaître au profit de nouvelles technologies qui les ont remplacées. Et ça, c'était rarement arrivé dans les siècles précédents. OK, puis on parle un peu de l'évolution, la fameuse, admettons, le disquette, le lecteur CD, cette évolution-là des technologies. Bien, quand le train à vapeur, par exemple, est arrivé, ça a pris comme des années, puis des années, puis des siècles, tu sais, à un moment donné, qui arrive, puis OK, là, on arrive avec une nouvelle technologie de locomotive qui fonctionne au diesel. Puis là, t'as coup, on a fait presque disparaître les technologies au diesel, ou on est en train de le faire au profit des trains électriques, par exemple. Exactement, oui. Tu vois, alors c'est ça. Okay, alors, je vais vous faire réentendre aujourd'hui des sons qui sont apparus au 20e siècle ou au début, ou comment je dirais ça, dans les 100 quelques dernières années, puis qui sont sinon déjà disparus, en tout cas en voie de disparaître. OK, excellent. On va commencer avec le premier son. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu.
Alors, oui, ça, c'est le modem 56K. Le modem 56K, et ça finit comme ça. Le modem 56K, c'était une espèce de bruit électronique, un mélange de grincement et de bip, et ça annonçait l'arrivée d'Internet. Et c'est arrivé, le modem 56K, effectivement, avec la démocratisation du web dans les années 90. Oui, puis quand t'appelais tes amis pour aller jouer dehors, puis là, Ouais. mettons, il y avait quelqu'un sur Internet, c'est ça que t'entendais au téléphone. Décrochait, puis là, hey, je suis sur l'Internet, arrêtez, là, tu sais, comme Ouais. le téléphone. Alors ça, c'est arrivé justement au début des années 90 ou à peu près, là, Oui. avec l'Internet. Oui, pas mal. Mais faites entendre ça à un jeune de 15 ans aujourd'hui, il ne sait pas c'est quoi, Non, là. il a aucune idée. Parce que le modem 56K, il a disparu en l'espace d'à peine quelques décennies au profit du modem câble, entre autres choses. Puis, Mais c'est parce que c'était pas pratique, là, on s'entend. Oui, c'était le fun, ça amenait une nouvelle technologie, mais c'était vraiment pas pratique. Puis après, c'est la fibre optique. Donc, C'est ça. c'est vous faire la démonstration que, finalement, en l'espace de quelques décennies, on était capable d'innover ou d'arriver avec une nouvelle technologie puis de pratiquement la faire mourir en l'espace de quelques décennies à peine. Oui, puis parce qu'on l'a fait évoluer vers d'autres choses. C'est pas des farces, là. C'est impressionnant. Deuxième bruit, tu me diras ce que tu reconnais ça. Ah, c'est une dactylo? Non, c'est pas une dactylo, c'est le projecteur à diapositive. Oh oui, puis là, tu mettais des petits carrés dedans. Tu mettais des petits carrés dedans. Il faisait chaud à côté de ça. Oui, le clac-clac métallique Oui. que vous avez entendu, hein, ça meublait les soirées familiales dans les années 70 et 80. Quand mon oncle René puis ma tante Gervaise y arrivaient, par exemple. On salue les Madame Gervaise. Bonjour, ma tante Gervaise, qui arrivait avec leur gros kit de diapositives. Ah oui, puis qui tout avaient ça. fait développer leurs vacances à Porto Rico, là. Ben oui, c'est ça, leur souvenir de vacances. Alors là, on éteignait les lumières, puis on commençait. Des fois, c'était long, là, parce qu'on disait, tu sais, comme, ah, ça, c'est la plage. Ah, ça, Oui. c'est encore la plage. Ah, ça, c'est mon oncle qui est assis à la plage. Fait que. Et ça, c'est des montagnes. Mais les diapositives, aujourd'hui, ça n'existe plus à toute fin utile. Là. Non, Tu sais, presque Il pas. n'y a pas personne là, qui dit là, ah, viens chez nous, on va se faire une soirée de diapositives. Non, mais on devrait. Ça serait le fun. Ben, je pense Probablement. qu'à cette heure, c'est des présentations PowerPoint. Puis ça peut faire. évoluer Ben, c'est vers ça. ça. Ben, exactement. Mais- Exactement. Je vais t'avouer que je l'ai vu une fois, cette bidule-là, en classe. Puis Oh. on voyait, c'était des animaux, des squelettes. Là, c'était le cours de biologie. Je me souviens juste qu'il faisait vraiment chaud. à côté. Mais c'est ça. Les jeunes, Aucune ils idée. n'ont pas d'idée de ça. Ah, Il y en a même ouais. certains d'entre eux qui sont nés après que le carrousel à diapositive soit. Ah, absolument. Le projecteur à diapositive a apparu. Dans les années 60, 70, 80, je te dirais, ou à peu près, là, c'était vraiment c'était un L'apogée. incontournable. Là. Puis c'était quand même gros à transporter, cette affaire-là. Ben, c'était quand même une belle babelle, là, Ouais, effectivement. c'est ça, Là, c'était pas nécessairement comme. C'était-tu cher dans le temps ou c'était-tu accessible? Non, c'était pas si pire que ça, OK, quand même. OK. En tout cas. Justement, je me disais. Syntonisateur, le troisième, c'est. La radio. La Quand tu molette. changeais de poste. Oui, c'est ça. Quand tu changeais de poste. Alors, ce fameux mécanisme de sélection des fréquences radio, il est à toute fin utile pratiquement disparu aujourd'hui. Oui, Ben- puis c'est vrai, puis on oublie à quel point c'est un plaisir de pouvoir faire ça parce on savait pas trop sur quoi on tombait. On connaissait certaines chaînes, certains postes, mais entre ça, on pouvait trouver d'autres choses d'assez incroyables. Alors, un petit mélange de grésillements, des petites interférences, du souffle, du parasite. T'as coup, t'entends, oh, une petite voix fantôme. Ah, c'est en anglais. Ah, ça vient pas de chez nous. Ah, ça vient de. Tu sais, c'était un peu ça, le trip de ça, là. Ah oui, puis je me souviens, moi, à l'époque, en étant plus jeune, j'étais proche des lignes américaines où on habitait, Oui, puis j'étais OK. capable, je pognais certaines radios OK. du côté du Vermont, puis c'était complètement autre chose, mais aujourd'hui, c'était quasiment impensable de faire ça. Alors ça, la molette, là, pour syntoniser les chaînes Oui. ou les postes de radio, ça c'est arrivé à peu près vers la fin des années 20. Ça a été OK. breveté avec les premiers appareils radio. Mais aujourd'hui, avec les syntonisateurs ou les syntoniseurs numériques, Oui. évidemment qu'on n'a plus ça parce que quand on pèse, ça avance, ça s'en va directement à l'autre poste, le prochain. Oui, c'est ça, Fait ça que, scanne automatique. Là. Ça, on l'entend de moins en moins. S'il n'est pas déjà disparu, il n'est plus très loin de ça, en tout cas. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, c'est vrai. Ouais. Et quatrième son que je voulais vous faire réentendre, C'est ça, la dactylo? non. Hey, j'ai aucune idée. T'avais de finir. C'est le téléphone à roulette. Le téléphone à roulette. Tu te souviens pas de ça? T'as jamais vu ça? le Non, téléphone j'ai à jamais. roulette? Ben, T'as jamais- j'en ai vu comme à la télé, mais comme personne dans mon entourage en avait un à la Non. maison. OK. Téléphone à roulette. Téléphone à roulette, Wow. c'était un instrument de musique à toute fin utile à lui seul. C'est-à-dire que vous aviez une roulette sur le téléphone, puis pour composer un numéro de téléphone, il fallait que tu tournes la Ça roulette. revient à chaque fois, il fallait que Ça revenait à t'attendes. chaque fois. Quand tu étais, par exemple, tu faisais un 9, tu faisais un 4-4. Mais pourquoi?
Ben parce que le système, de la façon que ça fonctionnait en dedans, c'était un système à mi-chemin hybride entre mécanique et électronique. Et les impulsions électriques, si on veut que ça donnait, c'était ça qui faisait... C'est comme 9 coups qui devaient dire 9. C'est exactement. C'est ça qui donnait que le signal arrivait au central, que c'était un 9. Si c'était un 2, ben ça faisait toc-toc-toc. Puis là, 3, toc-toc-toc-toc. C'était comme ça qu'on composait à l'époque. Et ce son-là, c'était évidemment... Ça demandait de la patience parce que le problème, c'est que quand tu composais... tu faisais, mettons... c'est ça. Tu faisais 9, 3, 4, 2, 8, 9, 1, mettons. Puis là, tu arrivais sur le 1, tu accrochais le 2 à la place. Tu faisais non! Ah, t'es obligé de recommencer le numéro au complet. Là, tu l'as raccroché avec l'autre personne répondre, puis allô? Mauvais numéro. Fait que c'est ça. C'est juste pour vous dire comment est-ce qu'il y a certaines technologies qui sont apparues et disparues au cours du 20e et du 21e siècle, puis on s'en rend pas compte à quel point ça va vite, là, tu sais. Ah, c'est incroyable. Puis c'est drôle parce que sans même le savoir, ton sujet a comme un lien avec le mien qui est le solarpunk. Parce que tu as parlé des révolutions, des technologies. Bien, c'est un peu ça, le mouvement solarpunk. En fait, c'est un mouvement qui est anticapitaliste et qui veut défaire, en fait, les normes. Donc, c'est surtout optimiste, en fait. Puis c'est un mélange de science-fiction, d'écologie, d'urbanisme, d'entraide communautaire. Fait qu'on est vraiment à l'opposé, comme on le disait là, avec les autres mouvements. Okay. Donc, entre autres, si vous n'avez jamais entendu ce mot-là, imaginez un instant là, pour vous mettre en contexte. C'est une ville remplie d'arbres, de jardins suspendus, de bâtiments couverts de plantes, où il y a des panneaux solaires qui remplacent les cheminées industrielles, où les quartiers sont conçus pour les piétons avec des vélos plutôt que pour des voitures, et où la technologie travaille avec la nature au lieu de la détruire. OK. C'est le fondement là, du mouvement. C'est l'antithèse du steampunk dont on parlait avec les grosses cheminées. Exactement. C'est l'antithèse de ça, du steampunk. Puis là, ben, c'est pas juste esthétique non plus, parce que bon, il y a certaines philosophies qui viennent avec ça, qui est un mouvement culturel qui tente de répondre à une grande question: à quoi pourrait ressembler un futur écologique, mais désirable? Parce qu'avoue quand même que quand, à cette époque-ci, puis de nos jours, quand on pense au futur, avec où on s'en va, c'est plus ou moins positif. Avoue qu'on pense plus à des grandes sécheresses, à des villes fantômes. On pense plus à ça. Mais on pourrait, à partir de maintenant, avec ce mouvement-là, dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça arrive? Donc, il y a déjà plein de villes qui ont commencé à mettre des choses en place. Entre autres, il y a des toits verts sur certains gros bâtiments gouvernementaux, quoi que ce soit. Fait que on commence, mais on s'entend, là, ça reste quand même un peu embryonnaire comme mouvement. Il y a depuis des années aussi qu'il y a notre imaginaire collectif qui est comme dominé par des dystopies aussi, il y a ça, parce qu'il y a plusieurs dystopies entre la consommation, les riches, les pauvres. Et puis, dans ce mouvement-là, tout le monde est égal aussi. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont en position de dirigeance ou de direction, si on veut, mais il n'y a pas trop de pauvreté, puis on essaie de tendre pour pouvoir récupérer, réutiliser les objets, les réparer. Et dans plusieurs textes sur le sujet, on retrouve que c'est une idée que la technologie, c'est pas l'ennemi non plus, parce que dans certaines visions futuristiques, dans des films qu'on peut voir, bien, la technologie devient notre ennemi. Oui. C'est la technologie qui a détruit l'humanité, la planète et ces choses-là. Dans le mouvement solarpunk, ce qu'on veut faire, c'est plutôt que la technologie devient notre ami. Donc, dans une vision de la technologie plus humaine, plus locale, il y a aussi ça qui fait peur dans le côté technologie, puis on parlait d'intelligence artificielle avec Mélanie. Bien, de ce côté-là, c'est que quand on ne connaît pas puis qu'on ne sait pas, bien, c'est effrayant. Alors, si on peut le faire plus local, plus près de chez nous, avec des gens puis des entreprises qu'on connaît, ça peut devenir un peu plus rassurant. On va privilégier, entre autres, les bâtiments intelligents, les villes conçues pour améliorer la qualité de vie. Fait que, tu sais, on s'entend, là, c'est vraiment... C'est presque parfait, là, comme idée, mais il faut vraiment, comme retourner la tendance. Et c'est un article, d'ailleurs, qui avait été publié sur le site de Radio-Canada Info. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça sur leur site web, parce qu'on parle aussi d'une lutte contre l'isolement social. Le but de tout ça, c'est de rendre les villes plus attractives, plus distrayantes, où on peut se rassembler dans des milieux publics. Donc, on peut peut-être briser aussi l'isolement social par tout ça. Et c'est un mouvement qui est très présent aussi sur Internet. Peut-être que vous n'en avez pas encore déjà entendu parler, mais on est exposé grâce, entre autres, aux réseaux sociaux, sur Reddit et TikTok. On parle beaucoup de ce mouvement-là. Il y a des gens qui... Oui, puis c'est impressionnant de voir les aménagements, tu sais, les plantes suspendues, les vignes, ces fameuses... Bon, il y en a, certains architectes me diront, ouais, les plantes sur les bâtiments, c'est peut-être pas une meilleure idée pour la structure, mais il y a quand même moyen, puis je le vois dans mon quartier, il y a des gens qui ont accroché des cordes sur... après, c'est de la manière, si c'est conçu pour ça, parce que quand tu construis, par exemple, un édifice en hauteur, un gratte-ciel, puis tu l'as pensé avec des murs qui sont renforcés, qui sont faits pour être végétalisés et tout ça, pourquoi pas? Bien, puis c'est ça, puis la même chose pour la structure d'un toit, parce qu'on s'entend si on installe une serre ou des toits verts ou des panneaux solaires encore. Oui. Tu vas pas mettre du gazon puis
puis 50 voyages de terre sur le dessus d'un gratte-ciel, ça n'a pas été fait pour ça. Là. Non, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut repenser, puis avec les constructions futures et ce qui s'en vient, bien, est-ce qu'on est capable de rajouter un petit côté écologique? Est-ce qu'on est capable de rajouter... Tu sais, puis on voit souvent les gros stationnements là, un peu partout, c'est de l'asphalte. Oui. Bien, pourquoi ne pas faire des stationnements avec des panneaux solaires? Avec des ombrières. Oui, des ombrières. Électriques, oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Photovoltaïque, oui, absolument. C'est un beau mot, ça. Redis-le. Photovoltaïque. Photovoltaïque. Les cellules photovoltaïques. Voilà. Ils ont ça beaucoup du côté de la France, l'Europe, entre autres. Ben, on en voit, là. C'est ce qui est en train de s'en venir aussi, entre autres. Puis il y a même au Costco, là, entre autres, moi, vous savez comment j'aime Costco, du côté des États-Unis, eh bien, qui ont commencé à faire justement des toits verts sur les entrepôts qui vont produire des légumes qu'ils vont pouvoir vendre. Mais c'est vraiment pour dire que c'est un mouvement qui s'en vient et c'est une possibilité qui pourrait être là dans les prochaines années. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller lire là-dessus. Dans les prochaines minutes, ce sera le quiz avec Simon et tu vas m'interroger sur les animaux. Oui, les croyances étonnantes qu'on a sur les animaux, on va voir le vrai et le faux. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz. Et c'est maintenant l'heure de notre quiz. Quiz qui est détenu par Simon et on va parler des animaux. Oui, c'est moi qui suis le possesseur ou le propriétaire du quiz. Le possesseur, j'adore. Merci de me rattraper dans mes drôles de mots. Non, c'est correct. Parce qu'il possède le quiz. C'est moi qui ai le pouvoir du quiz. You got the power. Ah oui, le pouvoir du quiz. Le pouvoir de faire, comment je dirais ça, de faire mal paraître quelqu'un ou de bien le faire paraître. Et puis ça, c'est tout un pouvoir, faire mal ou bien paraître quelqu'un. Ben oui, puis je pense qu'aujourd'hui, franchement, tu devrais pas trop mal t'en tirer. Ben avec une chance sur deux, un vrai ou faux, ça me donne déjà plus de chance. Puis j'avoue que j'aime beaucoup les animaux. T'aimes beaucoup les animaux? Oui. Les petits et les gros, parce qu'il y en a quand même de toutes les tailles là-dedans. Oui, j'aime les petits, les gros. La seule chose que je tolère pas, ce sont les araignées. Ah, OK. Non. Bon. Ça, c'est non. Et puis les serpents qui se cachent en dessous de la galerie aussi. Oh, ça me dérange pas. Non? Si bien mal pris, là, j'ai le choix entre une araignée, une tarentule puis un serpent, on va me frotter sur le serpent. OK. Oh, ouais. T'as frotté sur le serpent. Oh, ouais. Trop loin de l'araignée. En fait, aujourd'hui, je me suis frotté sur le serpent. Aïe. Puis après ça, vous allez me demander pourquoi. Puis je dis, c'était soit ça ou la tarentule. Ouais, ben, là, tu vas me dire, bon OK, là, je comprends. Bon, OK. Oh, comme... C'est jamais mon premier choix. Cool, hein? On te les a, les idées. Alors, on y va avec... C'est des vrais ou faux aujourd'hui. Okay. 10 questions, vrai ou faux. C'est tout vrai ou faux. Okay. Parfait, ça marche. On commence. Vrai ou faux? Les autruches mettent la tête dans le sable pour se cacher. Vrai ou faux? Vrai. Ben, ils se mettent la tête dans le sable, mais c'est peut-être pas pour se cacher. C'est non, faux. C'est pour dormir, hein? C'est faux. Ouais. Elles se mettent pas la tête dans le sable. On a l'impression que les autruches se mettent la tête dans le sable. Mais tout ce qu'elles font, c'est qu'elles baissent la tête pour tourner leurs œufs, entre autres, et pour surveiller leur nid, et pour, effectivement, pas voir, moins se faire voir, si on veut, par les prédateurs un petit peu, mais elles se mettent pas la tête dans le sable. Ah, eh bien, c'est... Non, les autruches se mettent pas la tête dans le sable. Et puis ça va amener un beau lapsus d'un certain député fédéral il y a une couple d'années. Je me souviens, M. Deltel, que je salue, avait voulu faire une métaphore, puis avait dit, il faut pas se mettre la tête dans l'autruche. Ah bon, OK. Il y a beaucoup d'autruches qui étaient d'accord avec ça. Oh, moi, je suis assez d'accord. Voilà. Effectivement, se mettre la tête dans l'autruche, non. Never, ever. Jamais. Numéro 2. Les éléphants... T'as l'image. J'ai tellement l'image, là. J'ai tellement l'image. Puis je veux pas l'avoir, l'image, mais écoute, elle est rentrée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Numéro 2. Vrai ou faux? Les éléphants ne peuvent pas sauter. Vrai ou faux? J'aurais tendance à dire... je pense que c'est une pogne. Faux, ça peut sauter un éléphant. C'est vrai. Les éléphants ne peuvent pas sauter. L'anatomie de l'éléphant l'empêche de sauter, comme l'absence de ressort dans ses tendons. Donc, il n'est pas capable de se propulser. Et puis, entre toi et moi, au poids que ça a, un éléphant... ça fait un méchant tremblement de terre. Mais là où est la croyance, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu dire que l'éléphant est le seul mammifère qui ne peut pas sauter. Non, il y en a d'autres qui ne sont pas capables de sauter non plus. Le rhinocéros, entre autres, et l'hippopotame. On s'entend
s'entend, ils ont tous un point commun, là. Ouais, tu sais, commencer à sauter quand t'es un rhinocéros. D'abord, je sais bien pas pourquoi tu le ferais. Non, parce que t'as pas besoin de sauter pour faire peur aux gens. C'est ça. Puis, bonne chance. T'sais. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, comme si t'es à côté d'un rhinocéros et d'un éléphant qui sautent en même temps, tu dois shaker ce moyen temps. Fais pas une photo, fais un film parce que je veux voir ça. Moi, si t'es capable, c'est ça. Ça va. Troisième question. Vrai ou faux? Le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. Vrai? C'est faux. Ah! C'est faux. Les poissons rouges ont la capacité de se souvenir de choses pendant plusieurs mois. Fait que les gens qui pensaient que leur poisson rouge n'avait pas de mémoire... Quand tu dis qu'il y a une mémoire de poisson rouge, là, non. Ah! Faudrait dire Il y a quoi une de mémoire qui est plus longue que ça. Une mémoire de bêta? J'ai entendu les mémoires d'éléphant, ça c'est très long. Mais mais un poisson rouge, ça a une mémoire que plus que 3 secondes. J'étais sûr que moi, secondes. c'est comme la croyance, c'est qu'il fait le tour de son bocal. Ben oui, mais c'est parce que donnez-y de la place. Vous allez voir qu'il va en prendre de la place. Là, je disais. C'est un excellent point, Simon. Oui. Tu sais, des fois, l'être humain, ça va pas bien. Pense un petit peu plus loin que le bout de ton nez, être humain. Tu sais. Quatrième question, vrai ou faux? Les chauves-souris sont aveugles et se déplacent uniquement par l'écolocalisation par ultrasons. Vrai. C'est faux. Voyons donc! Ouais, c'est faux. Je pensais que t'allais mieux faire que ça. Ben là, moi, je suis comme pris d'incroyance. On dirait, la chauve-souris, elle voit pas bien. Non. Mais elle n'est pas aveugle, peut-être, mais elle voit vraiment pas bien. Les chauves-souris sont pas aveugles et elles ont même une plutôt bonne vision, je vous dirais. Voyons donc. Même nocturne. On pense qu'elles voient même pas. Nala n'est pas certaine de ça. Oui, mais elles utilisent l'écolocalisation, effectivement, pour mieux voir dans les grottes, par exemple, ou dans la nuit noire, là, quand elles se promènent à travers les arbres Absolument, et tout ça. ouais. Mais elles ont quand même une vision, là, les chauves-souris. Et l'idée, les gens, pour la raison pour laquelle les gens pensent qu'elles ne voient pas, c'est qu'on voit très peu souvent les chauves-souris de jour. Oui, mais c'est pas bon pour eux. Ils ne trippent pas, c'est ça. Puis il y a mieux, eux autres, sortir la nuit parce que quand, par exemple, elles vont bouffer des insectes, les insectes sortent la nuit et tout ça. Oui, les moustiques, ces choses-là. Puis en même temps, Batman travaille la nuit aussi. Ben ouais, exactement. C'est pour ça que les chauves-souris sont. Mais y a-t-il une mauvaise vue tantôt? Puis moi. Oh non, j'aurais dit. Il y a une bonne vue puis il y a des bonnes oreilles. Oui. Ben là, comment ça va ton affaire? Mal. OK. J'ai 4X au lieu d'avoir des bonnes réponses. Puis c'est parce que. En tout cas, on va voir. On va continuer. J'ai quand même une chance d'avoir la note de passage, mais ça va pas bien. Mais j'apprends beaucoup de choses, Simon. Oui, on est en train de déconstruire des mythes, en tout cas. Ou des croyances. Oui, déconstruire mes croyances, absolument. Ouais. J'espère que je suis pas toute seule dans ma gang. 5e question, vrai ou faux, les dromadaires stockent de l'eau dans leur bosse? Là, c'est comme ma croyance aurait envie de dire vrai. Oui? Mais je pense que ça va être faux. C'est faux. OK, faux. bon. On va te le donner. Alors, leur bosse ne contient pas de l'eau, mais contient plutôt de la graisse. Ah. Alors, la bosse du dromadaire, elle est faite de graisse. Mais pourquoi les gens pensent que c'est de l'eau? Je sais pas. Parce que c'est dans le désert puis ils pensent qu'ils vont se faire sauver par un dromadaire. Probable. Mais c'était une réserve de graisse. Même chose pour le chameau. Je sais pas pour le chameau. J'ai pas poussé jusque-là. Okay. Mais je sais que mais je pense qu'il y a un petit peu d'eau dans la bosse du chameau, si je me trompe pas. Je te dis ça, je veux pas m'avancer. Non, je voulais pas te mettre sur le spot. Non, même pas sur le spot. Mais les dromadaires, c'est vraiment une bosse. C'est fait avec c'est du gras. C'est vraiment du gras. OK. Ça lui permet aussi de maintenir dans une certaine mesure leur alimentation. Oui, c'est capable de ça. Oui, c'est des réserves de graisse parce qu'on s'entend. Genre de réserve de graisse. OK. Vrai ou faux? Celle-là, tu devrais l'avoir, par exemple. 6e question. Pression, les corbeaux peuvent reconnaître un visage humain pendant des années. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, le corbeau, la mémoire sociale du corbeau est tout à fait exceptionnelle. Ils identifient les alliés et les menaces et ils sont capables de reconnaître un visage humain sur de très longues périodes. Ça veut dire quoi? Ben, ils ont une mémoire fulgurante, puis ça veut dire qu'admettons que t'écœures un corbeau. C'est là que je m'en allais. Si tu fais un corbeau, attends-toi à ce que probablement ils viennent te jouer des tours, puis ils viennent... C'est ça. Ah, ouais. Il est rancunier, le corbeau. Ben, ça se peut. Il a une bonne mémoire. Il va te reconnaître la face, puis ça peut arriver qu'il vienne scraper de tes affaires, puis de faire des petits besoins à des faire tes poubelles, des choses comme ça. Il va faire son désagréable. Ouais. Si tu passes ton temps à chasser un corbeau, puis que lui a décidé, je niche là, ça peut arriver que tu sois pris avec pendant un petit bout de temps. Oui, puis plusieurs mois, comme tu disais, parce qu'il y a une bonne mémoire. C'est très intelligent, en plus. Ah oui. Puis des fois, ça ramène des objets, puis c'est juste parce que c'est un oiseau qui est désagréable. Il n'y a pas un beau cri. Il n'y a pas un beau cri. Il n'est pas si beau que ça. Gros, c'est ça. Puis souvent, on l'associe... à l'époque, on associait les corbeaux avec des croque-morts, par exemple. Exact. Oui, ils ont moins bonne presse. De juste avoir le personnage du croque-mort, l'entrepreneur de pompe funèbre dans Lucky Luke. Oui. Il y avait un vautour, lui, mais il y a toujours des corbeaux qui tournent. Il y a toujours des corbeaux qui tournent autour de sa tête. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas bonne presse, les corbeaux. Non, pas trop. Vrai ou faux? 7e question. Les chats ronronnent uniquement lorsqu'ils sont heureux. C'est faux. Ils ronronnent souvent. C'est faux.
Ouais. Et tu as tout à fait raison. Ils ronronnent aussi dans tout un paquet de circonstances, les chats. On a l'impression qu'ils ronronnent juste quand on les flatte puis qu'ils sont heureux. Oh mon Dieu, moi, j'ai un chat qui ronronne 24 heures sur 24. Ouais. Tout le temps content d'être heureux, il ronronne. Ben, c'est parce que peut-être qu'il veut se calmer. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les chats ronronnent. Souvent, les chats vont s'auto-réguler de... Ouais, ils vont hein? ronronner, ça va les calmer. C'est comme une espèce de presque comme un bruit blanc. Ouais, pour nous c'est autres, ça, dans un ouais, sens. ouais. Ils vont ronronner, puis ça les calme. Ça les endort et ça les Et puis tranquillise. c'est un double effet parce que quand le chat s'accote sur moi puis il ronronne, moi, ça me calme. Oui, bon, mais Puis tant je mieux. m'endors, il dort sur Oui, ma ça a une tête. double fonctionnalité, c'est bon. Des fois, ils vont ronronner pour se guérir psychologiquement, si on veut, pour guérir. Ouais. Ils vont, Pauvre petit minou. ouais, quand il y a peur ou des choses comme ça. Puis pour même de demander de l'aide, ils vont ronronner des fois à leurs congénères, entre guillemets. Oui. Puis ils ont leur langage. Roi. Ouais. Ben, je voudrais pas que tu refasses ça, par exemple. Parce que c'était un peu limite épeurant. Je suis entré, je suis avec Catwoman, moi, là, tellement c'est vrai. Ouais, c'est ça. Euh, Je peux pas croire que j'ai miaulé au micro. ouais, c'est ça. Puis le gars, il est dans le char, puis là, il attendait de débarquer, puis il dit non, mais c'est le temps, là. Ouais, c'est le temps de débarquer. Miaou. 8e question, vrai ou faux? Chez les hippocampes, ce sont les mâles qui portent les bébés. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, t'es en train de te rattraper, là. Oui, T'es sur oui. une pente ascendante. Je suis bien content. Ce sont les mâles qui incubent les œufs dans une poche ventrale Oui. chez les hippocampes. Oui. Puis c'est eux qui leur donnent naissance. C'est ça. partent. Puis c'est impressionnant. Oui. Impressionnant. Je sais pas, j'ai jamais vu autrement que dans des documentaires. Ben moi aussi, mais C'est ça, j'ai pas eu la chance de voir juste en documentaire, c'est assez impressionnant. Puis c'est juste le côté comme la gestion, le changement des rôles Oui, familiaux. oui, Je trouve ça intéressant ouais. de voir cette perspective-là. Absolument. 9e question, vrai ou faux? On reste dans le vrai ou faux toujours. OK. C'est juste des vrais ou faux. Les chiens voient le monde uniquement en noir et blanc, selon toi? Il y a comme une croyance qui dit vrai. Mais On défait des croyances. oui, c'est ça. Fait que je vais dire faux. Je pense qu'il voit plus de couleurs, mais peut-être pas toutes les couleurs. Ben voilà. La bonne réponse, c'est faux, exactement. Les chiens voient moins de couleurs que nous, effectivement, mais ils ne voient pas en noir et blanc, contrairement à ce qu'on a déjà entendu dire. Ouais. En fait, ils perçoivent le bleu et le jaune, essentiellement. OK. Les autres couleurs, ils ne voient pas. Ah, ben c'est pour ça. Ah. C'est ça. C'est comme un peu, comment je dirais ça, du gris, du noir, du bleu puis du jaune, mais comme il n'y a pas de rouge ou il n'y a pas de... C'est ça. OK, intéressant. C'est peut-être pour ça, des fois, qu'il y a des chiens qui comme, vont sticker plus sur une couleur ou un jouet en particulier. Peut-être que la couleur les a plus attirés. Probablement. C'est possible. Probablement, OK. Et on va compléter avec la 10e question. Vrai ou faux, les fourmis. Tu connais les fourmis? Oui. Ouais, Oui, les sont- fourmis. sont embêtantes, les fourmis, des fois. Ben, quand elles sont dans la maison, oui. Quand Ouais. elles sont à l'extérieur, Ouais. ils font leur job. C'est surprenant. Les fourmis, Ah. comment c'est organisé en colonie et tout ça. Ben, puis, petite parenthèse, le film Fourmis de Disney, moi, j'adore ce film-là. Bon. C'est un dessin animé, on s'entend, s'entend. mais ça explique quand même bien les choses, puis ça explique la vie, puis toutes les forces des fourmis. Alors, vrai ou faux, et on clôt avec ça, les fourmis ne dorment jamais. Oh! Hey, ça, c'est une bonne question. Faux. C'est faux. Ouais. Elles dorment, mais elles font des micro-siestes OK. de quelques secondes, plusieurs centaines de fois par jour. Ah, ben, c'est pas pratique, ça. C'est pas pratique, mais ça leur permet quand même de survivre. Parce qu'imagine quand tu es une petite affaire à peu près grosse de même sur Ouais. un pavé là, ou sur, Ouais. comment je dirais ça, une allée de trottoir, puis que tu passes ta journée 8 heures par jour à dormir. C'est sûr que tu meurs. C'est sûr que les risques de finir en dessous d'une semelle de souliers sont un petit peu plus grands. Oui, ou en dessous d'une roue de Bessic, il y a des bonnes chances. Oui, c'est vrai. Puis comme c'est pas le temps de faire un snooze sur le trottoir non plus. OK. Non, t'as fini avec combien finalement? Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes Ah, réponses. ben quand même pas pire. Ouais, 60 Écoute, 60%, c'est parce que je m'en allais pour un beau zéro. Ben là, au début, là, j'avais peur un petit peu. Là. Ben, je me suis dit, moi aussi. coudonc, j'ai-tu tout fait ça juste pour qu'elle paraisse mal? Ça se peut pas. Ben moi, je me suis dit, est-ce que j'avais trop confiance en mes connaissances? Ben, Puis là, finalement, tu c'est ça. as la note de passage. Puis j'ai aussi compris la T'as aussi game quiz. compris qu'on défaisait les croyances. C'est ça. Ah, Fait que, voilà. si je donnais ce que je croyais, j'étais là. Hein? Fait qu'on était là. Merci, Simon, pour ce beau quiz. Puis Plaisir. nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Peut contenir des infos.